priori, nous sommes en direct. Je présente mes hommages aux unes et mes amitiés aux uns. C'est la deuxième fois que l'on se retrouve dans ce cadre. Il y a toujours ce côté un petit peu singulier où finalement on parle devant sa propre image et il y a un certain nombre de personnes. Là, je vois 279 en ce moment, puis je vois que ça évolue, qui sont avec nous. D'abord, bienvenue à tous. Je rappelle d'abord ce que me disait Jenny, c'est-à-dire que quand on est sur Opera, Firefox ou Google Chrome, il paraît que ça marche beaucoup mieux. Je répète et j'ai noté parce que même si j'ai beaucoup progressé dans ces dernières semaines sur tous ces logiciels, je mesure aussi ma difficulté. Alors là, l'idée, c'était globalement, alors c'est amusant parce que on l'avait préparé pris ce sujet il y a déjà quelques semaines, et donc la société d'après. Et la question, c'était est-ce que après, ça sera vraiment différent ou pas? Vous voyez déjà, voilà, donc les questions se posaient. Et je vois aussi, je le vois avec les journalistes qui m'appellent, je le vois avec ce que j'entends, je le vois avec ce que je lis, avec ce que je lis. Alors il y a plein de gens qui par chat disent bonjour. Évidemment, je réponds pas à tout le monde, mais je dis bonjour ou mes hommages parce que je continue à vouloir garder ce petit truc un peu ancienne France qui me paraît intéressant. Ça fait aussi partie des traditions et des racines. Et je crois qu'un monde sans racines, c'est un monde qui disparaît. Et alors, je reviens simplement, enfin, voilà, est-ce que le monde d'après va être différent? Et au tout début, le questionnement pouvait être assez différent d'aujourd'hui, justement. D'autant plus qu'il y avait un moment donné où chacun se disait bon, bah, le jour où on est déconfiné, quoi. Les gens pensaient d'ailleurs que ce serait plutôt qu'aujourd'hui pour beaucoup. Et là, on sait déjà que le déconfinement se fera pas en un instant. Donc, du coup, déjà, la réponse n'est certainement pas tout à fait la même et que justement, en partie, elle va dépendre des conditions dans lesquelles les choses se feront. J'y reviendrai, mais vraiment, l'environnement joue, évidemment. C'est pas seulement nos esprits, nos imaginaires, nos volontés, c'est aussi dans quel cadre nous sommes. Et le cadre dans lequel on va être, a priori, pour un long moment, va être aussi un petit peu complexe, va être sous Covid d'une manière ou d'une autre. On peut entendre, alors je ne rentre pas, je ne suis pas ni un médecin ni un épidémiologiste, et j'ai remarqué d'ailleurs que il y a quelques années, j'avais compris que tout le monde était un sélectionneur de football. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient beaucoup progressé en sciences médicales ou en sciences sur les épidémies en quelques heures, en quelques secondes. Il y a des gens parfois avec des convictions très très fortes qui ne s'appellent pas toujours des convictions, qui s'appellent souvent des croyances. Or, la science, c'est pas de la croyance, justement. J'y reviendrai peut-être, mais on voit bien aussi qu'on a cet élément-là. Alors, peut-être, donc, je reviens pas sur les chapitres précédents, de certaine manière. L'idée, donc, c'est, je vais démarrer sur, je sais pas, je dis une trentaine de minutes, mais je me connais, j'ai tendance à aller plus loin. Puis après, surtout, qu'on essaye aussi de se garder un dialogue entre nous, à travers les chats, à travers les questions. Bien sûr, j'ai une vision que j'essaye d'appuyer sur à la fois une réflexion, mais aussi des outils méthodologiques, mais il y a aussi ses propres perceptions. Donc la neutralité axiologique, comme on dit, elle est toujours délicate. Donc il y a aussi une partie de soi qui va réagir dans ce que je vais raconter. Puis on peut voir des choses et puis en oublier d'autres. Et c'est une globalité qu'il faut avoir. Et évidemment, on est aussi à un moment où finalement on tâtonne, hein, on bricole. On n'est pas, il n'y a pas de sûreté sur ce qu'on va dire. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vécu, mais simplement, si on résume les choses, parce qu'elles dépendent aussi, ce que nous vivons en ce moment va aussi créer une continuité avec la suite. Il n'y aura pas une rupture le 11 mai, et on oubliera tout ce qu'il y a eu avant. Ni le avant-avant, ni le avant de la période confinement, où la société ne s'est pas arrêtée. C'est un peu ce que j'avais raconté dans un autre échange avec le webinaire de l'IFG, qui était la société, elle continue. Et là encore, elle continue, et donc elle travaille. Et donc, comme elle travaille, il y aura des effets aussi sur la sortie. C'est pas une société qui s'est figée pendant 2 mois et puis qui ensuite va rééclore. C'est une société qui a continué à travailler et qui va donc se poursuivre aussi tout à l'heure. Alors, si on résume vraiment les choses, c'est à la fois le retour au Moyen-Âge et c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est le Moyen-Âge plus, c'est le Moyen-Âge 2.0, on pourrait dire d'une certaine manière, ce qu'on vit. Donc, il y a ces éléments-là à prendre en compte de manière très, très forte. L'autre élément, c'est que ce qu'on a vu et ce qu'on voit et ce qui va avoir des effets sur la sortie, comment on va vivre la sortie, c'est à la fois, d'un côté, quand même, des dysfonctionnements extrêmement forts.
et ce qu'on pouvait imaginer ou ce qu'on pouvait dire sur la santé, sur les conditions d'accompagnement des plus âgés, sur les difficultés dans les écoles, sur les inégalités sociales, sur dans certains endroits, sur la promiscuité, sur le fait que dans certaines familles, la situation des femmes soit abominable, que les enfants puissent être martyrisés, tout ça existe et là, d'une certaine manière, est encore plus visible ou caché, mais on sait que ça existe. Ce qui est presque pire, c'est qu'on se dit, mais on ne peut même pas intervenir, mais on sait qu'il y a des choses de ce type-là. Cette société-là, elle travaille aussi, et elle travaille de plusieurs niveaux. Mais il y a donc à la fois le fait de se dire, bah, notre société hyper moderne, hyper technique, hyper de performance, et en même temps, bah, on n'est pas foutu de trouver des masques. Il y a qu'il manque des petits morceaux de mouchoir, quoi. Donc on voit qu'il y a aussi cet élément-là qui est quand même hyper violent, de se dire, mais en fait, jamais on a eu une société aussi technique, aussi compétente et en même temps aussi fragile et qui, par exemple, n'est pas capable de trouver en temps et en heure des mouchoirs. Enfin, je force le trait, mais c'est quand même pas très loin de ça. Et puis, de l'autre côté, comme très souvent, hein, il y a, je dis souvent, je reprends Primo Levi, entre noir et blanc, il y a plein de teintes de gris. Et donc, à l'inverse aussi, c'est aussi une société qui tient finalement, qui tient beaucoup. Les agriculteurs, on arrive à se nourrir, il n'y a pratiquement pas de pénurie, ou peut-être sur tel ou tel produit, mais pas grand-chose. Le système de santé, donc ça a été très très tangent, mais globalement, l'hôpital public, qui depuis des années est en crise et le dit, a fait le job. Voilà, alors avec, on pourra encore y revenir, mais a fait le job. Donc l'école, dont là aussi, alors je pense qu'il y aura beaucoup moins de gens qui, dans la suite, vont dire que les professeurs des écoles, les instituteurs ont trop de vacances. Ils ont découvert ce que c'est juste de s'occuper de leurs deux mômes pendant 2 mois, soit disant, ouais, toute l'année avec 30 qui ne sont pas les miens, je comprends qu'à un moment donné, on a envie de souffler. Donc, je pense qu'il y aura aussi des choses comme ça. Mais en tout cas, l'école, l'air de rien, a globalement tenu. Alors, je dis bien globalement, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une partie de la société qui est un petit peu partie en vrille, qu'on ne voit pas. Alors, il y a ceux qui se sont échappés par le haut. Ça posera des questions au retour. Puis il y a ceux qui se sont échappés par le bas. Il y a aujourd'hui, dans certains quartiers, comme on dit, difficiles, il y a des moments assez singuliers et où bah voilà, l'autorité n'est pas tenue, en quelque sorte. Donc, il y a aussi ça. Et puis, au milieu, il y a quand même des gens qui, globalement, ont tenu cette histoire de confinement, plus ou moins. Et puis, on voit que plus ça va, plus c'est difficile, plus il y a des personnes qui partent un petit peu. Peur du gendarme ou pas peur du gendarme. On voit bien que quand même derrière, il y a la peur du Covid d'un côté, et il y a la peur du gendarme de l'autre. Et parfois, la peur du gendarme est plus forte que la peur du Covid. Parfois, c'est l'inverse. On voit bien qu'aussi, selon les personnes, ça joue aussi différemment. Mais donc, tout ça va aussi jouer à la sortie. Alors, et puis donc, peut-être pour terminer là-dessus, de dire que finalement, c'est un révélateur. Ce qu'on vit, finalement, ça révèle plein de choses. Ça révèle une désorganisation quand même de l'État. Ça révèle une bureaucratie beaucoup trop lourde. Ça, un État trop pesant, trop endetté, trop lourd et une bureaucratie qui finalement fonctionne pas très très bien. Et en même temps, des choses qui fonctionnent très bien. Ça révèle des solidarités très fortes, souvent des solidarités de proximité et aussi des gens qui ne jouent absolument pas le jeu social, qui ne sont pas dans la solidarité, qui sont dans le vol, qui sont dans le déni, qui sont dans la contestation, qui sont dans la rébellion. Voilà. Donc, il y a aussi ces deux ça. Bon, pour l'instant, heureusement, il y a 80% de la société joue le jeu, mais c'est que 80%. Hein, c'est pas non plus, voilà. Donc, et qui le joue plus ou moins. Voilà. Je reviens pas là-dessus parce que je crois que c'est, voilà. Mais c'était quand même important de se rappeler qu'on part pas de rien et que le 11 mai au matin ne sera pas les jours heureux, pour reprendre cette formule qu'a reprise Emmanuel Macron dans l'un de ses discours, qui est une très très belle formule et qui était le titre du programme. Sauf que je rappelle que le Conseil national de résistance, on le prépare pendant la guerre, en disant le jour où on espère gagner, et entre-temps il y aura eu un paquet de gens qui vont disparaître, qui seront assassinés, et ainsi de suite, il faut que la société soit prête, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, qu'on ait un programme qui soit prêt. D'une certaine manière, on est aussi là. Comment la société se prépare à la suite. Difficile, évidemment, parce qu'il y a plein d'impondérables. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le demain, donc. Encore une fois, en prenant tous les risques, ce sera intéressant, c'est presque 6 mois plus tard de revoir la même conférence et de voir quels étaient les points où, globalement, vu juste, et les points où je m'étais complètement planté. Ce sera intéressant de voir aussi. Et puis, ce qui a bougé et ce qui n'était pas prévu que ça bouge de cette manière-là. Donc, je propose, c'est d'aller d'abord sur quelque chose sur l'individu. Parce que, comme toujours, hein, l'individu lui-même, comment il le ressent, comment son imaginaire fonctionne. Il n'y a pas de société sans individu.
mais il n'y a pas d'individu sans société. On peut discuter de ça, mais moi, c'est une conviction profonde et la construction sociologique, elle est quand même beaucoup là-dedans. On est interdépendant, on agit sur la société, mais la société agit aussi sur nous. Mais il reste une part d'individus. Alors, il y a des sociologies, des sociologues qui pensent que pas du tout, on est complètement déterminé par la société, par nos origines. Moi, non. Je pense que c'est des choses plus complexes que ça. Il y a une partie qui est déterminée, qui est construite par nos origines, par notre milieu social, évidemment. Mais il y a aussi une partie qui est nous, notre personnalité. Et puis, il y a une partie aussi qui est notre construction et les imaginaires que l'on a, mais aussi qu'on a pu se créer. Donc, premier aspect vraiment sur l'individu et puis les modes de fonctionnement. Comment ils vont changer. Ensuite, quelque chose sur la question politique, parce que là encore, il y a il y a le politique, et puis troisième élément sur lequel, d'une certaine manière, je suis moins compétent, donc j'irai sur un regard particulier qui est autour de l'économie. J'ai un collègue, Julien Pilote, par exemple, qui est un bien plus compétent que moi sur cette question-là. Il m'a envoyé un petit message, comme je sais qu'il est à l'autre bout, et je lui fais ce clin d'œil. Mais voilà, mais la question économique, évidemment, elle va être extrêmement importante. C'est toujours pareil, qu'est-ce qui détermine l'autre? En fait, je ne crois pas, moi, qu'il y a un élément qui détermine l'autre. Hein. Il y avait une vision très, très marxienne comme ça. Mais en fin de compte, on détermine l'économie et l'économie nous détermine. Le politique détermine en partie l'économie, il est aussi déterminé par le politique. Tout ça est beaucoup plus imbriqué que vous absolument trouver un système comme ça hiérarchique. Alors, première chose sur l'individu, sur nos modes de vie. Premier élément, l'individu lui-même. D'abord, nous n'avons pas vécu tous de la même manière cette situation. On ne l'a pas vécu en termes social. On l'a pas vécu en termes d'organisation familiale, on l'a pas vécu en termes de géographie. C'est pas pareil, je le redis, mais vous avez un jardin, vous n'avez pas de jardin, ça change quand même beaucoup de choses sur la manière de le vivre. Vous êtes dans une situation conflictuelle, par exemple si vous êtes en couple ou vous n'êtes pas dans une situation conflictuelle, c'est différent. Vous êtes dans 25 mètres carrés à 12, j'exagère, à 4, où vous êtes dans un grand espace, c'est pas la même chose. Donc tout ça joue aussi quand même fortement. Les fragilités psychiques, on n'a pas les mêmes. Il y a des gens extrêmement fragiles et que ça a encore évidemment fortement fragilisé. Il y a des gens qui ne se pensaient pas fragiles et qui se découvrent fragiles. Et puis il y a des gens qui sont plus dans une plus forte résilience ou qui ont des capacités à se projeter sur d'autres choses et qui le supportent mieux. Même si on ne mesure pas nécessairement quels seront les effets dans 10 jours à la sortie, mais peut-être 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Il n'est pas impossible qu'on ait des contre-coups beaucoup plus tardifs. En tout cas, cet élément-là, il joue et il va jouer. Deuxième élément, la notion de fragilité sociale. C'est pas pareil si je suis fonctionnaire et que je suis pas inquiet parce que de toute façon, je continuerai d'être payé de la même manière. C'est pas pareil si je suis à la retraite ou de ce point de vue-là, je sais que j'aurai les mêmes revenus après, ou si ma situation, c'est être salarié, est-ce que je suis en chômage partiel, chômage technique, et ainsi de suite. Voilà. Ou si je suis créateur d'entreprise, je pense à quelqu'un qui aurait créé, je sais pas moi, au 1er février, qui aurait ouvert son restaurant. Sa situation doit être hyper dure et très, très différente de quelqu'un qui n'est pas dans ce type de problématique. Il y a aussi des gens pour qui l'activité aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Et d'autres pour qui ça fonctionne pas du tout. Vraiment, les situations sont extrêmement différentes. Et la sortie va être aussi différente. Je vois qu'il y a quelqu'un en dit qui disent mais la vie de famille, par exemple, pour certains, elle a gagné. Il y a des gens qui ont reprofité, qui ont peut-être réfléchi à tout ça. La question du sens, elle est très forte. Il y a des gens qui, sans doute, pendant cette période-là, se sont posés des questions, par exemple, sur ce que je fais. Est-ce que professionnellement, ce que je fais est vraiment intéressant? Est-ce que là, en voyant des gens qui sont entre guillemets au combat, j'aime pas ces métaphores guerrières parce qu'elles ont un côté très, très prétentieux, voilà. Mais n'empêche qu'on les utilise très, très souvent. Puis il y a des gens qui ne le sont pas, qui disent est-ce que mon métier, est-ce qu'il a vraiment du sens? À quoi ça sert ce que je fais? Donc il y a aussi des gens qui sont dans des interrogations comme ça. Dans mes enfants, finalement, je les vois beaucoup plus. Mais en fin de compte, je m'aperçois que pendant des années, finalement, je ne les voyais pas beaucoup. Alors il y en a qui disent j'en peux plus de les voir, puis il y en a d'autres qui disent mais c'est dingue, je suis passé à côté de plein de choses. Vous voyez, donc il y a aussi tout ça. Donc tout ça va demander des reconfigurations. Et pour certains, ces reconfigurations seront douloureuses, sociales, familiales, de sens. Derrière, il y a pour une partie de la population, pas pour tout le monde, il y a des gens qui ont surtout regardé des séries et qui ne se sont pas posé trop de problèmes sur le sens. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de s'en poser parce que il fallait essayer de survivre. Il y a des gens qui sont allés travailler et ainsi de suite. Mais donc là aussi, ça va changer un petit peu les choses. Donc ça, c'est vraiment sur la partie la plus intime que nous avons, mais qui est importante et qui aura là encore des effets.
Je pense que si un métier d'avenir, ça sera celui de psy, par exemple. Il y aura un besoin certainement de parler après. Il y aura un besoin, je travaillais là tout à l'heure ce matin sur une étude SPS qui sont là pour les soignants qui appellent au téléphone pour être un peu soutenus. Et voilà, les questions qu'ils se posent, mais les questions qu'ils se poseront au retour, hein, qui seront aussi extrêmement importantes. Et tout le monde va se poser des questions. Et dans les groupes sociaux, quand les gens vont se retrouver, pas nécessairement le 11 mai, mais quand les gens se retrouveront, bah, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as vécu? Ceux qui étaient dehors et ceux qui étaient dedans, enfin, tout ça posera des questions très fortes. Mais encore une fois, on va pas sortir comme on est sorti après la Libération, quoi. Le 28 août 44 à Paris, tout le monde sort, tout le monde fait la fête, et puis quelques jours plus tard, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées et tout le monde applaudit. La fin était claire. Même si d'ailleurs, quand le général de Gaulle descend, à Strasbourg, on continuait d'être sous occupation, on continuait de se battre sur un certain nombre d'endroits. Mais n'empêche qu'à un moment donné, c'est fixe. Là, ça ne sera pas fixe. Du coup, ça va créer aussi une fragilité différente. C'est j'en suis où? Comment je me renseigne? Qu'est-ce qui va se passer? Donc tout ça va jouer et tout ça va jouer sur l'individu et sur l'intime. Deuxième élément sur nos modes de fonctionnement. Je ne l'aurais pas nécessairement dit de la même manière au tout début, mais nos modes de fonctionnement vont en effet changer parce qu'on n'aura pas le choix. J'en prends un tout bête, mais qui sera très très visible. C'est bien sûr qu'il y a des gens qui sortent dans la rue et dans le déni total de ce qui se passe, qui sont convaincus par exemple que c'est que une histoire de personnes âgées. J'avais un membre de l'Académie de médecine là, tout à l'heure au téléphone qui me rappelait 90% des gens qui sont décédés sont des gens qui étaient atteints de comorbidité, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà des troubles importants. Alors, ça peut être lié à l'âge, mais c'est surtout lié à ce qui arrive dans la vie, quoi. Donc des gens qui ont des problèmes d'obésité, par exemple, des gens qui ont des problèmes cardiaques, voilà. Et c'est ceux-là qui sont aussi plus fragiles. Donc tout ça n'est pas du tout fini. Et donc on va en sortir en se disant, waouh, comment je fais? Je fais attention. Qu'est-ce qu'on me dit? Hein, il y a toute la polémique sur les masques, par exemple. Donc déjà, le fait que dans nos rues, déjà aujourd'hui, on voit donc des gens qui font un peu plus attention les uns des autres. Et par ailleurs, je note déjà parce que je vois des questions et je me dis... il faudra que j'en parle après, ou des remarques. Voilà. Donc, en tout cas, on va avoir cet élément-là. Donc, des masques, par exemple. On ne va pas se faire la bise de la même manière. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y avait déjà, pour des mouvements à la fois liés parfois à des intégrismes religieux, enfin, à un intégrisme religieux, lié aussi parfois à une pression féministe et autres, vous voyez que déjà, un certain nombre de gens se disaient comment j'aborde l'autre. Et donc, sur un certain nombre de catégories, on était déjà moins facile. Eh bien, demain, encore moins, parce que on ne va pas se faire la bise, on va peut-être même pas saluer, on va trouver pendant un temps, et peut-être pour très très longtemps, on va trouver d'autres modes de salutation. On baissera peut-être la tête ou que sais-je encore. Là aussi, cette distance, le terme distanciation sociale n'est pas un bon terme. Cette distanciation physique va se poursuivre. On va faire la queue dans les magasins et on continuera pendant longtemps d'attendre et ainsi de suite. Est-ce que c'est très grave? Pas nécessairement, parce que c'est aussi d'autres modes de régulation qui ne sont pas nécessairement dramatiques. Mais en tout cas, ils vont jouer. Sur la question de l'hygiène, parce qu'en effet, jamais on a dû autant se laver les mains. Et si on continue, ça ne fera pas nécessairement de mal de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, les modes de fonctionnement, nos modes de vie vont quand même changer de manière importante. Toute la question du télétravail, alors, c'est pas tout le monde le télétravail, hein, c'est un tiers de la population française, un tiers de la population en activité qui est en télétravail. Comme la moitié de la population ne travaille pas, ça fait donc un sixième de la population qui fonctionne en télétravail. Hein, donc on a l'impression que tout le monde est en télétravail, pas du tout, ça reste une minorité. Après, il y a d'autres systèmes, la téléconsultation, la téléfamille, tout ça sont aussi des éléments importants qui vont sans doute en partie rester. J'ai beaucoup milité pour le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas une barrière d'âge en disant à partir de tel âge, vous n'avez pas le droit de sortir, mais n'empêche que si des gens âgés ou si des gens fragiles voient, accueillent des petits-enfants, des amis et tout ça, il y aura une distance, il y aura une protection des uns et des autres. Donc là, nos modes de fonctionnement autour de ça vont aussi changer. Donc tout ce qui est donc ce télétravail, et télétravail, c'est aussi le temps de travail. De manière exceptionnelle, on est repassé à jusqu'à 60 heures par semaine. C'est quand même un sacré bouleversement. L'histoire sociale, c'était plutôt de réduire le temps de travail.
avec aussi des effets assez délétères. Le passage à 35 heures, par exemple, dans le monde de l'hôpital, a été une catastrophe absolue et sur lequel on le paye encore extrêmement fortement. Mais revenir à 60 heures, je ne sais pas qu'on va y revenir tout le temps, mais on voit aussi qu'il y avoir ces questions-là en disant, mais pour rattraper les choses, est-ce qu'il ne va pas falloir travailler plus longtemps, plus fortement? Vous voyez, donc ces questions-là, et des gens se disent, mais en fin de compte, je n'ai pas arrêté de travailler pendant ce temps-là, j'ai passé des heures et des heures. Donc du coup, le rapport au temps de travail, lui aussi, il va évoluer, avec des gens aussi qui seront très fatigués. Je veux continuer parce que c'est comme ça que, parce qu'il n'y a pas le choix. Toute la question des déplacements. Alors, il y aura des déplacements autorisés, pas autorisés. On l'a bien vu dans les transports en commun, on ne prendra pas les transports en commun de la même manière. Je pense que si on est en ville, quand il y a 2 stations, eh ben, on les fera beaucoup plus souvent à pied ou en vélo. Et ça aussi, de la manière que récemment, la grève dans les transports et ainsi de suite avait fait que les gens, dans les grandes villes, en tout cas, prenaient plus le vélo. Et c'était resté même après, quand on revenait en situation normale. La situation normale étant finalement restée assez courte. Hein. Depuis la crise des Gilets jaunes, finalement, il y a eu très, très peu de temps de normalité. Depuis quasiment 2 ans, il y a quasiment tout le temps des problématiques. Voilà. Mais en tout cas, donc certainement que les déplacements, seront plus restreints, vont rester plus restreints. En plus, il y a un certain nombre de gens qui disent, mais à quoi bon traverser le monde entier et tout pour un week-end? Ouais, je commence à être un peu gêné. Je comprends que c'est peut-être pas la meilleure idée. Et puis par ailleurs, j'aurais pas nécessairement envie d'aller dans tel ou tel pays parce que j'aurais la trouille. Et puis je vais découvrir une chose aussi. Hein, pendant 20 ans, on a dit aux gens, on ne peut pas fermer les frontières. On les a fermées dans la journée. Donc il y a aussi cette chose qui apparaissait comme impossible, on ne ferme pas les frontières, redevient une réalité. Donc du coup, les transports, les déplacements vont être moins évidents. Et on va donc le ressentir aussi, le vivre aussi de cette manière-là, disons, un petit peu différente. Nos modes de consommation aussi. Alors le premier effet sur le mode de consommation, j'avais entendu, oui, après les gens vont consommer comme des fous. C'est possible. Pendant la période du confinement, il y a des gens qui consomment énormément. Parfois de manière assez ridicule. Puis il y a d'autres qui ne consomment pas du tout, entre autres parce que pour des raisons économiques, ils se disent, ou ils ne peuvent pas, ou ils ont très peur de l'avenir et donc ils font extrêmement attention. Et puis il y a aussi une troisième catégorie de gens qui réfléchissent, qui découvrent que finalement on n'est pas tellement plus malheureux, voire même moins, en consommant moins. Ah bah ouais, c'est vrai qu'après tout, je n'ai pas spécialement besoin de telle ou telle chose. Je sortais tous les jours pour aller acheter des choses, bah, en fin de compte, j'en ai moins besoin. Ouais, donc il y a aussi une réflexion autour de ça. Les gens qui achètent plus du bio. Je crois qu'on a plus 60% au dernier chiffre que je regardais. Pourquoi? C'est la conviction de se dire, faut peut-être faire plus attention, mais c'est aussi de se dire, c'est peut-être de meilleure qualité, et comme j'ai la trouille pour ma santé, comme j'ai la trouille pour tout ça, je préfère utiliser ce type d'aliments en particulier. Et ça, je pense que ça restera. Avec donc une contrainte, d'un côté, une baisse du pouvoir d'achat, parce que la réalité de la crise, ça sera une baisse du pouvoir d'achat. Et donc, du coup, comment je compense cette baisse du pouvoir d'achat si en même temps je veux acheter des produits de meilleure qualité? Je la compense très simplement, j'achète moins. Et il y aura certainement, pour une partie de la population, pas pour toute la population, il y aura pour une partie de la population ou par contrainte économique très très directe, ou par un mélange entre contrainte, conviction, réassurance, des changements assez importants dans les modes de consommation. Ça, je suis prêt à en faire le pari. Ça ne veut pas dire que tout va changer, mais qu'un certain nombre de choses seront moins achetées et qu'il y aura des déplacements vers d'autres produits, par exemple de meilleure qualité, ainsi de suite, où je vais regarder plus d'où ça vient. Parce que j'aurais aussi peur que ça vienne de tel ou tel pays. Est-ce que ça a été fait dans des conditions qui assurent ma santé, en quelque sorte? Donc, il y aura certainement quelque chose d'assez lourd autour de ça. Puis la question du local, les gens qui ont découvert, ah bah oui, le petit producteur, il n'est pas loin et il me livre. Et donc, je vais aussi sans doute plus jouer cette carte-là. En plus, quand je découvre que le petit producteur en question, ça ne me coûte pas plus cher, voire même ça me coûte moins cher. Donc là aussi, il y aura certainement il y a des choses déjà qui ont bougé et qui, à mon sens, vont continuer de bouger. Donc, vous voyez. Bon. Et puis, dernière notion, la notion des liens. Les liens, ce sont quand même pas tout le temps. Il y a aussi des drames. Il y a aussi dans des couples ou avec de la violence. Il y a aussi des enfants en souffrance. Il y a aussi tout ça, bien sûr. Mais il y a aussi un renforcement d'un certain nombre de liens. C'est-à-dire des gens qui se disent, en fin de compte, j'ai besoin des autres. J'appelle ma famille beaucoup plus régulièrement. Je prends des nouvelles. Je rappelle quelqu'un comme ça qui m'appelait, qui disait moi, tous les jours, j'appelle 5 personnes que je n'ai pas appelées depuis très, très longtemps. Alors, je ne sais pas si elle a tenu sur 2 mois, mais en tout cas, voilà, en se disant, il y a aussi des choses comme ça. Se dire, mais un tel qui était important pour moi, qu'en fait, je l'ai complètement oublié. Et ben, je relance, et ainsi de suite. Il y a aussi tout ça qui est en train de se jouer. Donc, pour une partie, en tout cas, il y a cette distanciation sociale, encore une fois, le terme est mauvais, ça regroupe aussi sans doute
du social et du lien pour en tout cas une partie de la population. Ça, c'est, voilà, je dirais que c'est vraiment sur cet élément-là. Et puis, il y a une dernière chose qui est importante, c'est la notion de hiérarchie sociale, de hiérarchie professionnelle. C'est-à-dire que ce qu'on a beaucoup dit, c'est la première ligne. On a beaucoup parlé évidemment des soignants qui sont ceux qui prennent le plus de risques. Alors moi, ça me va très bien, puisque je suis un de ceux qui avait un peu essayé de faire en sorte que le care, que l'éthique de la sollicitude, que l'attention à l'autre, que ces métiers autour de cela soient plus et mieux valorisés, parce que je disais, et je continue à dire, c'est ce qui fait tenir un pays. Ces métiers, c'est ceux des gens qui accompagnent les personnes en fragilité, qu'elles soient touchées par le handicap, qu'elles soient touchées par la maladie, qu'elles soient touchées par la vieillesse, soit des enfants. Voilà. Et tout ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Généralement, ces métiers sont peu valorisés, peu payés et réalisés très, très, très majoritairement par des femmes. Là aussi, il y a certainement des choses qui sont en train de bouger et les hiérarchies évoluent. D'ailleurs, si je reste sur les femmes un tout petit peu, tous ces métiers de risque, en grande partie, ce sont des métiers tenus par des femmes. On va parler de tout ce qui est métier du soin au sens large, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dont on parle beaucoup moins d'ailleurs que dans les hôpitaux, et pourtant elles prennent les mêmes risques et elles sauvent au moins autant de gens. Je dis elles, parce que à 85%, ce sont des femmes. Les gens qui tiennent les caisses tout simplement dans nos magasins, c'est quand même très majoritairement des femmes. Quand on regarde tout ça, on voit qu'aussi celles et ceux qui ont été en première ligne, quand même très majoritairement, ce sont des femmes. Et en même temps, ce sont souvent les métiers les moins visibles, les moins valorisés et les moins bien payés. C'est quand même aussi intéressant de se rappeler cela. Il n'est pas impossible que, je ne dis pas que d'un seul coup, on va inverser les salaires et tout ça et que les gens qui travaillent dans la finance, par exemple, vont voir leur revenu baisser au profit des caissières. Ça ne va pas marcher comme ça. Mais n'empêche qu'il y aura certainement quelque chose qui va évoluer et ne serait-ce qu'une sorte de fierté. Quelqu'un qui est caissier, il peut être fier d'être caissier. Eh bien oui, je peux être fier d'être caissier parce que moi, j'étais là pendant les jours difficiles. Alors, toutes les personnes n'étaient pas là. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Ce qui causera aussi des difficultés quand les gens vont se retrouver après en disant « Mais toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Ah ben, moi, j'étais pas là. Ah ouais, et donc, tu as droit à la même prime que moi qui étais là. Il y aura aussi des questions comme ça qui vont se poser. Mais en tout cas, voilà, les hiérarchies sociales, en partie, en tout cas, vont changer. Deuxième, dans l'hiérarchie sociale, je reparle de l'école. Je vous dis, encore une fois, ça m'étonnerait qu'on entende encore beaucoup pendant un petit moment les gens dire les profs de collège ou d'école ont trop de vacances. Parce que les gens ont vu ce que c'était, ont dit ah oui quand même, c'est pas si facile que ça. Et là aussi des métiers qui sont même là aussi des métiers très féminins et des métiers plutôt mal payés. Voilà. Donc la question de l'utilité, elle va revenir de manière très forte. Or, qu'est-ce qui compte? C'est le marché ou c'est l'utilité? Or, l'utilité n'est pas toujours reprise par le marché. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des choses. Le marché est prêt à payer très cher pour un très très bon footballeur. C'est quoi l'utilité du footballeur par rapport à l'utilité d'une aide-soignante? Et le rapport de salaire ou de revenu entre l'un et l'autre doit être, je sais pas, de 1 pour 10 000 ou que sais-je encore. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'on discutait de baisser le revenu des footballeurs, par exemple. Donc là aussi, la question du marché, elle va se poser aussi de cette manière-là. Deuxième élément, c'est la question du politique. C'est-à-dire qu'on est dans une crise sanitaire, mais qui est aussi en très large partie une crise morale et qui est aussi, de fait, une crise du politique. Alors, il y aura à la sortie, à un moment ou à un autre, quelque chose d'assez lourd, je pense, pour la société française, qui va être des attaques en disant vous n'avez pas fait ça, il y a des scandales et tout ça. Ce qui sera, je ne rentre pas du tout dans cette polémique-là, mais on sait qu'elle aura lieu, elle a déjà commencé, et on sait qu'elle risque d'être très délétère pour l'ensemble du système. Chacun ayant des choses à reprocher ou à se reprocher, ou pas, et qu'est-ce que ça voudra dire mais qu'est-ce que ça voudra dire aussi d'être responsable? Quels auront été les choix? Donc ça, il va y avoir quelque chose autour de ça, mais plus profondément, c'est la crise de confiance. Alors, il y en a déjà une très forte, il y a une crise de défiance, mais depuis très très longtemps. Le pays France est un des pays où il y a le plus de défiance entre les personnes. Cette défiance-là, elle était déjà très forte. On pourrait se dire, est-ce que ce temps voilà, où on a tous vécu le Covid en même temps, est-ce que ça nous a ressoudés en tant que nation? Pas sûr du tout. D'abord parce que tout le monde n'a pas joué le jeu.
qu'ont fait les gens qui sont partis dans leur résidence secondaire ou qu'ont fait les gens qui n'ont pas accepté les règles et qui ont continué finalement de vivre comme avant. Tout ça restera, laissera une trace. Et puis, le fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'union nationale, parce que dès le début, on a trouvé que la communication était mauvaise, que telle chose ou telle chose. Donc, du coup, il y a quand même quelque chose d'une méfiance quand même assez forte. Je le dis tout de suite, c'est pas comme ça dans tous les pays, y compris dans les pays démocratiques. Je regardais un petit peu les études, par exemple, Giuseppe Conte en Italie a un taux de satisfaction beaucoup plus fort. C'est-à-dire que la manière de dire les choses, la manière d'emmener le pays avec des drames encore plus forts que chez nous, a plutôt mieux marché qu'en France, ne serait-ce que parce qu'il y a eu un discours de vérité beaucoup plus clair, par exemple sur l'histoire des masques, en disant dès le début, on n'en a pas assez. Donc voilà comment on va s'organiser, ainsi de suite. Le Premier ministre du Québec est à 95% de taux de popularité. Vous voyez, donc il y a vraiment des gens qui ont porté, et dans des pays démocratiques, qui ont porté les choses, qui ont su les représenter de manière plus forte. C'est pas pour ça qu'il sera réélu. Je vous rappelle que Churchill, qui a été sans doute le plus grand homme d'État, et celui qui vraiment a fait qu'on n'a pas été sous la botte hitlérienne trop longtemps, Churchill, aux premières élections après, il a été balayé d'un revers. Hein, donc, c'est pas parce qu'on est la bonne personne au bon moment qu'ensuite les gens ont envie de garder cette personne-là. Mais n'empêche que. Donc, nous, on est dans une situation où il y a quand même, par rapport à une période de crise, une relative impopularité, même si, en même temps, les gens disent, pour l'instant, il ne s'agit pas de… Voilà. Mais n'empêche que. Donc, la crise politique, elle risque quand même d'être assez forte, ou en tout cas de bouleversement politique ou de difficultés politiques, et de cette défiance du politique qui risque de rester encore très forte. Deuxième défiance étant celle de la science, puisque malheureusement, on a assisté quand même à beaucoup de choses. C'était intéressant qu'il y ait un retour de la science. On disait, mais attendez, voilà. Mais la science, en même temps, elle évolue, puisque c'est quelque chose de très neuf. Voilà. Mais ça va continuer. En tout cas, ça laissera aussi des marques dans le retour. Mais surtout, la notion de commun, c'est pas sûr qu'elle soit gagnée. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a peut-être vécu tous la même chose, mais pas de la même manière, on n'en fera pas les mêmes conséquences. En tout cas, et donc, quel sera le débouché politique de cette crise? Ça peut être un débouché de type populiste, c'est-à-dire on veut des gens qui proposent des solutions simplistes, et ça nous rassure. Ça peut être un débouché de type autoritaire, on veut un vrai chef, et que ça ne discute pas, parce qu'en ce moment, on a besoin d'une vraie réponse d'un vrai chef, possible, ou bien de quelque chose d'autre, qui peut être aussi d'une reconstruction d'une démocratie à la base, c'est-à-dire qu'on a vu aussi des maires très, très impliqués, y compris ceux d'ailleurs qui avaient été battus ou qui ne se représentaient pas. On a vu des solidarités de territoire très, très fortes. On a vu les régions se mobiliser. Donc, il n'est pas impossible qu'une partie du tissu démocratique se redensifie au niveau des proximités, au niveau des territoires, là où les gens vivent, qui a aussi un avantage d'être moins dans la politique politicienne et plus dans le projet. Et ça, c'est pas impossible aussi que ça fonctionne. Donc, on aura peut-être une contradiction entre les deux ou une tension entre les deux assez forte. Un débouché politique national compliqué qui peut aller vers des choses autoritaires, voire pire. Et puis une construction démocratique locale plus intense, plus forte. C'est pas du tout impossible qu'on ait quelque chose autour de ça, mais en tout cas, il y aura une tension très forte. Et puis, dernière chose sur l'aspect politique des choses, c'est on a eu un retour de l'État d'une certaine manière. Après un discours pendant des années en disant l'État est trop gros, il faut que ce soit… Enfin, pour aller vite, des formes de libéralisme. Je ne rentre pas dans les polémiques sur qu'est-ce que ça veut dire que le libéralisme, parce qu'on y trouve plein de choses. Donc un État très fort, qui se dit très fort, et en même temps, qui est complètement désarmé, un État très fort et très lourd, et pas très efficace. Un des bilans que l'on fera, c'est une administration qui a été quand même une grande administration, et on voit que sur un certain nombre de points, c'est plus de l'administration, c'est la bureaucratie. Et qu'à un moment donné, la bureaucratie, elle fonctionne juste pour la bureaucratie et elle freine. Elle freine les innovations, elle freine le bon sens, elle freine les volontés et elle est négative, elle est improductive, elle est dangereuse. Il y a des gens qui sont morts à cause de la bureaucratie aujourd'hui. Il y a des gens qui sont morts pendant la période du Covid parce que le système bureaucratique a été trop lourd. Le système bureaucratique, de fait, a assassiné des personnes. Voilà. Faut quand même aussi, voilà, derrière les chiffres, il y a aussi des êtres humains, des femmes et des hommes de chair et de sang. Parce que simplement, le système bureaucratique a été trop long, le système bureaucratique a demandé des papiers, des machins, des trucs, voilà. Et il nous enferme. Et puis, le coût du système bureaucratique, c'est autant qu'il n'y a pas, par exemple, sur des soignants. Hein, donc, il faut aussi voir ces éléments-là. Et donc, cet État qui se veut très fort,
il est ankylosé d'un côté par un système bureaucratique trop lourd et de l'autre côté par un endettement insensé. Donc, les deux font que d'un côté, il y a un retour de l'État qui dit il va falloir que je dirige plus, il va falloir que je sois plus visionnaire, mais en même temps, j'ai été pris en défaut de vision et j'ai été pris en défaut d'efficacité. Et ça restera aussi. Et on va le vivre dans la sortie. Comment, par exemple, la grande inquiétude, c'est comment s'organise la sortie. L'histoire des écoles, par exemple, la polémique autour des écoles. Est-ce que j'envoie mes enfants à l'école? Qu'est-ce que ça veut dire? Les choix qui sont faits, qui ne sont pas toujours compréhensibles. Le fait de dire que globalement, on fait un peu la même chose partout, alors que les gens ne vivent pas la même chose selon l'endroit où ils sont. Tout ça va jouer beaucoup dans le débat politique et dans la crise politique qui est de fait, qui existe de fait. Troisième temps, celui de l'économie. Alors, je ne suis pas économiste. Alors, en même temps, ce qui est bien, c'est comme l'économie n'est pas ce qu'on appelle une science dure. Vous savez, la physique, c'est une science dure. La chimie, c'est une science dure. L'économie, c'est une science sociale. Pas plus, pas moins. Ça vaut pas plus, il n'y a pas plus de vérité en économie que d'éléments sociologiques ou autres. C'est un élément à prendre en compte. Et quand on regarde les économies, la diversité de regard fait que voilà, il n'y a pas de vérité économique d'une certaine manière. Après, il y a des faits économiques qui sont forts. L'endettement, c'est un fait économique. La manière dont on dépense de l'argent, c'est un fait économique. Alors, et encore une fois, je n'ai pas cette compétence-là, mais je voudrais quand même aborder quelques sujets parce qu'ils ont à voir avec la société de demain. Est-ce que la société de demain, ça sera la société d'avant ou pas? Je fais le pari aujourd'hui que je n'aurais pas nécessairement fait il y a 3 semaines ou il y a un mois, que en partie la société d'après sera différente de la société d'avant. Peut-être qu'on va revenir d'ailleurs à quelque chose qui était un capitalisme plus... alors, il y a à la fois un capitalisme numérique qui s'est renforcé, y compris pendant la période du Covid. Amazon n'a pas eu à souffrir de ce qui s'est passé. Google n'a pas eu à souffrir. Il y a des acteurs qui ont plutôt profité très fortement de l'histoire. Il y a des startups qui se sont développées, par exemple sur la télémédecine, sur la télésanté. Voilà, il y a des systèmes qui ont accéléré et qui en 2 mois ont fait plus qu'en 10 ans. Hein, donc il y a ces éléments-là, ils sont vraiment réels. Enfin, une grande partie de la population est passée de tel ou tel logiciel, du Zoom machin au truc bidule, de manière assez facile quand même. Donc vraiment, il y a une économie numérique, il y a un capitalisme numérique qui s'est mis en route parce que la force du capitalisme, c'est une capacité extraordinaire à s'adapter. Et ça, c'est quand même une force, ça reste une force extraordinaire. En même temps, l'hypermondialisation, là, sans doute qu'on a touché du doigt, ce que déjà des gens le disaient depuis longtemps, hein, on voyait bien, il y avait quand même un côté complètement sidérant quand on apprenait que tel produit, en fait, il y a eu 4000 pièces différentes qui ont été faites dans 10 endroits du monde et que pour faire votre téléphone, par exemple, il a fallu que ça fasse 8 fois le tour du monde. On se dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Bon, là, on voit que ça, il y aura certainement un coup d'arrêt autour de cela, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Je ne sais pas où sont les valeurs là-dedans, la chaîne du fric, la chaîne de l'organisation, sans doute qu'elle va se rétrécir. Parce que, alors normalement, c'est à l'État, là, pour le coup, de taper du poing sur la table en disant un certain nombre de choses, on ne peut pas tout laisser dans un autre pays. Alors, on va penser évidemment aux médicaments. Quand on découvre que 90% des médicaments sont faits en Inde ou en Chine, ça pose quand même un vrai sujet d'indépendance nationale. Parce que voilà, je ne peux pas dépendre de l'autre tout le temps pour quelque chose d'aussi important que des médicaments. Pour fabriquer des chaussures, peut-être, ça pose des problèmes d'emploi, et pour le reste, voilà, c'est pas stratégique dans ce sens-là, mais pour des médicaments, pour certains éléments d'information, pour certains éléments justement de télécommunication, c'est pas possible. Donc il y aura une réflexion autour de ça, et je présume des choix qui seront faits et une volonté qui sera portée, j'espère par l'Europe, autour de cela. Mais normalement, ça va un petit peu turbuler, parce que voilà, il y a une conscience et c'est pas possible de continuer, et en particulier sur tout ce qui est aspect médicaments et autres, parce que c'est ce qu'il y a de plus sensible pour les gens. L'autre élément, certainement, c'est autour des transports, où là aussi, par exemple, je pense que le tourisme de masse, qui, pour moi, a toujours été quelque chose de presque pornographique, va certainement se réduire. Parce que les gens, d'abord, auront moins d'argent, vont un peu plus réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, et puis auront un peu plus la trouille aussi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en plus, les frontières et tout ça. Donc là, sur ces éléments-là, sans doute qu'il y aura des modifications assez profondes. Alors, de cette année, parce qu'on ne pourra pas se déplacer de la même manière. Et ce qui est très bien, il y a des gens qui vont découvrir le fin fond du Cantal et qui vont comprendre qu'il y a plein de choses à apprendre au fin fond du Cantal qu'ils n'avaient pas remarqué en allant dans 3 hôtels dans tel ou tel pays. Voilà. Donc, il va y avoir tout ça, certainement. En tout cas, l'hypermondialisation,
je crois qu'on va retourner vers des formes de relocalisation qui trouveront en plus leur logique économique et sur laquelle le marché pourra aussi retrouver sa logique économique. Voilà. Il va se passer, à mon sens, quelque chose autour de ça d'assez fort. Et je pense que ça sera la première chose. Deuxième élément, c'est la transition énergétique. Alors là, soyons clairs, c'est la chance ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'on va profiter de cette crise et donc de la relance nécessaire derrière pour donner la priorité à un développement écologiquement soutenable ou pas? Il y a deux choix. J'ai lu que l'État avait supprimé un certain nombre de réglementations écologiques en disant non, non, parce que là, il va y avoir l'urgence. Si on fait ça, on est mort. Ou bien est-ce qu'on est capable de se dire c'est le moment ou jamais pour, par exemple, sur les constructions, de mettre en place des vraies normes efficaces, utiles, pour permettre justement, par exemple, réduire les dépenses de CO2 en évitant les passoires énergétiques. Est-ce qu'on est capable, on a les matériaux forts pour permettre justement de construire autrement, y compris d'ailleurs de construire autrement en réfléchissant, y compris à comment, avec certains matériaux, on protège mieux du passage de virus. Tout ça sera dans un ensemble. C'est aussi le moment où, comme il y a un certain nombre de gens, je pense aux gens âgés, mais on peut aussi penser à d'autres gens en fragilité, où le logement n'est pas adapté, il y a une chance extraordinaire, en particulier sur l'habitat, pour prioriser de l'habitat qui soit écologiquement viable, à des coûts acceptables, en faisant travailler les artisans, par exemple, du coin. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'économie locale, de l'emploi et de la transition écologique, prenant en compte aussi la transition démographique et les questions de santé. On a une chance extraordinaire, unique, c'est la dernière, d'une certaine manière. Si on n'en profite pas là, c'est un, qu'on est très idiots, et deux, qu'on est totalement solidaire, et trois, suicidaire, et trois, qu'on se prépare déjà à une catastrophe suivante, quoi. C'est, encore une fois, alors est-ce que je ne sais pas si ça se fera ou pas. Et ça sera, je vois une remarque de Julien justement, ça va être pas que l'État qui va le décider, c'est nous aussi, dans nos modes de consommation, dans nos choix. Évidemment, c'est pas là-haut tout seul, c'est pas la société toute seule. Je défends souvent cette analyse-là sociologique, c'est la société, elle bouge par les deux côtés. Elle bouge par le bas, elle bouge par le haut. Et c'est quand il y a une rencontre entre les deux qu'on arrive à réellement avancer. On ne fait pas les choses contre la population, et à l'inverse, la population ne peut pas à un moment donné faire tout contre une structure administrative ou autre. Mais c'est pas impossible. En tout cas, on n'a pas le choix. Mais sans doute que ça va faire turbuler les choses, qu'il y aura des pressions. Il y a des gens qui vont dire non, il faut construire tout de suite très très vite, et d'autres qui vont dire il ne faut pas construire n'importe comment. Et c'est le moment ou jamais de réfléchir autrement et de faire un habitat qui soit écologiquement de meilleure qualité, qui soit moins dépensier en CO2, ainsi de suite, qui soit plus favorable à la lutte contre le réchauffement climatique et en même temps qui prenne en compte les modes de vie des gens, le vieillissement de la population, et ainsi de suite. C'est un moment particulier. Et vraiment, il y aura, à mon sens, trois éléments centraux: le logement, l'habitation, la ville, les transports. Là aussi, on peut jouer la carte. Par exemple, il va falloir arrêter, quoi. Je ne prends pas l'avion quand je suis à 3 heures de train. Voilà, donc, à un moment donné, c'est comment on valorise plus le train, mais enfin en faisant aussi des prix qui soient accessibles pour tout le monde, et que les gens prennent plus le train et que cet élément-là soit absolument soutenu. Que les gens, que le monde automobile est dans une catastrophe. D'accord. Mais c'est peut-être justement le moment de se réinventer et de proposer des automobiles moins consommatrices. Voilà. Il y a quelque chose à jouer là-dessus. Et l'État l'a peut orienter, ne serait-ce qu'avec la fiscalité. L'outil fiscal, il est quand même d'une puissance incroyable. Si on motive les gens, on l'a vu avec le diesel, c'est d'abord le succès du diesel, ça a été d'abord un succès fiscal. Donc là, il y a des choses à faire. Et là, l'État, s'il a une vision, s'il a un stratège, il ne s'agit pas que l'État prenne la direction d'un constructeur automobile. Il s'agit simplement qu'il oriente les choses dans le sens du bien commun et d'une relance économique qui soit une relance durable et qui soit bienveillante pour la Terre et pour les êtres humains et qui génère justement de l'emploi. Je crois que c'est vraiment sur les trois éléments, à mon sens, les plus forts. Celui aussi de la commande publique. On n'est toujours pas arrivé à ce qui se passe dans un certain nombre de pays où la commande publique est orientée. L'État ne passe pas commande pour un produit ou pour une entreprise qui ne respecte pas un certain nombre de cadres. Et par exemple, sur la question de la relocalisation des emplois, sur la question de l'utilisation de certains matériaux. Là, il y a aussi quelque chose à jouer. C'est une question de volonté politique et pour le coup, il n'y a pas d'endettement. Et pour le coup, il n'y a pas de coût, puisque simplement l'État qui, je donne la priorité là.
Voilà. Donc ça, on peut le faire. C'est une question de vision et de volonté politique qui, normalement, sous réserve de mes incompétences, ne génère pas d'endettement ou d'éléments comme ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et l'autre élément sur lequel on va jouer aussi, l'autre élément sur lequel il y aura aussi, j'espère, possiblement des changements. Ce que je dis là, c'est sur la fin de l'hypermondialisation, je pense qu'en effet, dans la construction mentale, dans l'imaginaire, ça va bouger. Dans la transition énergétique, c'est une question de volonté politique et de notre capacité, nous, citoyens, à pousser à la roue dans ce sens-là. Et donc là, il y aura voilà, une contrainte avec un affrontement. Personne me dit le MEDEF pousse à l'assouplissement des réglementations de la transition énergétique pour les constructions. Lui, il pousse dans un sens. Aux politiques qui a des convictions, s'il y a des politiques qui ont des convictions, de dire non, non, ça ne marche pas comme ça. Et à nous, êtres humains, de dire ça ne marche pas comme ça. Là, ça va pas se faire comme ça, il va y avoir du débat, mais sur un certain nombre de sujets, il n'y aura pas de consensus, mais à un moment donné, il faut simplement que, alors là, pour le coup, le bon sens et le bien commun gagnent, et le moyen terme gagne sur le hyper court terme. Difficile parce que le politique, il est aussi dans le hyper court terme, parce que dans 2 ans, il y a des élections. Donc tout ça va jouer aussi, mais je pense qu'il y aura quelque chose qui va être extrêmement important autour de ça. Et je voudrais terminer en disant, sur la question de l'agricole aussi, il y aura certainement des transformations. On a vu une redécouverte quand même des petites exploitations, qui sont celles quand même qui ont fonctionné mieux, qui ont permis justement à des gens de se nourrir, ainsi de suite. Voilà. On a vu aussi l'importance du monde agricole, qui a baissé. La France, jusqu'en 1950, plus de 50% de la population travaillait dans le secteur agricole. Aujourd'hui, on doit être à 3% de la population active. Mais on voit aussi que c'est un ferment à la fois d'indépendance, de qualité, de santé et d'emploi. Donc là aussi, est-ce qu'on sera capable de redonner, on a vu l'importance du secteur agricole, est-ce qu'on sera capable d'en profiter pour aussi lui redonner un poids en disant ce n'est pas seulement une activité d'agro-industrie, c'est aussi une activité de santé, c'est aussi une activité d'emploi, c'est aussi une activité d'aménagement du territoire. Et là aussi, il y a comment on sera capable, nous, collectivement, de préférer certains produits à d'autres, de dire non, non, je ne vais pas acheter les avocats qui viennent de là-bas. On ne peut pas faire pour tout. Par exemple, sur le cacao, je n'ai pas le choix. Je suis bien obligé de prendre des fèves qui viennent d'ailleurs. Mais n'empêche que, globalement, on peut aussi se dire attention, on réduit le volume, quoi, d'une certaine manière. On fait des choix un petit peu différents. Et donc, il y aura là quelque chose. Et en clair, est-ce que, la question économique, c'est, il y a une question d'un capitalisme financier, d'un capitalisme débridé, d'un capitalisme hyper mondialisé, qui est arrivé au bout quand même. Là, en tout cas, la mondialisation, la surmondialisation, elle est arrivée au bout. Et sur un certain nombre de secteurs, en tout cas stratégiques, du type médicaments, du type certains produits qui nous permettent de garder notre indépendance nationale, du type de certains produits militaires et autres. Là-dessus, est-ce qu'on est capable de dire stratégiquement, il faut que ce soit en France ou en tout cas en Europe? Et est-ce que l'État est capable de dire je le veux? Et donc, je me donne les moyens. Et les moyens, c'est des moyens surtout législatifs finalement. Encore une fois, ça augmentera pas spécialement les coûts. Après, ça peut augmenter les coûts évidemment sur le t-shirt, mais c'est pas stratégique. On verra ça, je dirais, dans un deuxième point. Mais quand même, il y aura, je pense, une attention de la société plus forte autour de tout cela. Et donc, ça va certainement jouer. Donc hyper mondialisation, sans doute en baisse en tout cas pour certains secteurs, rétrécissement de ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme chaîne de valeur, mais bon, c'est le terme qu'on utilise, rétrécissement, ça fasse pas 8 fois le tour de la Terre, ça va diminuer, se dire aussi là quand même, c'est pas possible, ça fonctionne pas, c'est pas si efficace, et ainsi de suite. Et en plus, il y a de la perte en ligne, y compris pour les entreprises. Dire, bah non, vaut mieux peut-être le faire autrement. Réorganisation autour de la question de la transition énergétique, qui est absolument centrale, encore une fois, si on veut préparer à la suite. Et d'une certaine manière, cette crise, elle est, de ce point de vue-là, je mets tous les guillemets, une chance, parce qu'on est obligé de redémarrer. Et donc, du coup, on peut démarrer différemment, parce que justement, on repart. Pas de zéro, mais n'empêche qu'on repart quand même. Et donc, voilà. Et puis, il y a quand même une prise de conscience. Les gens ont lu, les gens ont vu, ça sent meilleur, il y a moins de bruit et tout ça. Parce qu'on a envie de garder ça d'une manière ou d'une autre. On aura en partie. En partie. Alors, il y a l'ENAIC qui me dit, oui, mais il y a les. Parfois, la relocalisation de commandes publiques se heurte au droit européen. Donc, la question européenne, elle est évidemment absolument centrale. On voit bien que là, à la fois, il y a quand même une découverte, il y a quand même l'Europe qui dit, bon, bah là, on va mettre un peu plus d'argent, ainsi de suite, dans la relance. Enfin, tout le monde redécouvre Keynes, quand même. Il y a quand même quelque chose autour de ça. Bon, mais l'endettement en plus, et ainsi de suite. Est-ce qu'en plus, l'outil… alors, il y a un élément aussi singulier en France,
si on paye tout ça, si on a eu toutes ces difficultés, si on n'est pas foutu d'avoir des respirateurs, si tel ou tel système n'a pas fonctionné, c'est aussi parce que je crois qu'aujourd'hui, l'industrie représente moins de 10% du PIB. C'est, je crois, 24% en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a aussi abandonné notre industrie. Et donc, du coup, il ne faut pas s'étonner après. Et donc, on a fragilisé un certain nombre d'entreprises, on a supprimé un certain nombre d'emplois, et surtout, il y a plein de choses qui ne se font plus, avec plus de savoir-faire. Donc là aussi, c'est est-ce qu'on va être capable ou pas de reconstruire ça. Et puis, et je terminerai là-dessus, et puis ensuite, on continuera le débat comme on peut, mais évidemment, c'est le monde. Alors, et en particulier, je crois, notre lien le plus fort avec, avec l'Afrique. Est-ce que on est dans un moment, on n'a pas trop les chiffres sur le Covid, qu'est-ce qui se passe en Afrique, ainsi de suite, où les conditions sanitaires, évidemment, sont différentes, mais où aussi, parce qu'un des éléments le plus important dans cette histoire de Covid, c'est la densité de population. Pourquoi en Lozère, il y a quasiment pas, je crois qu'il n'y a toujours pas de morts, en tout cas très très peu, et pourquoi il y en a beaucoup dans d'autres endroits? C'est aussi parce que simplement, on est serré dans certains endroits et pas du tout dans d'autres. Voilà, un des propagateurs les plus foudroyants du Covid, après les histoires de congrégations religieuses qui se sont retrouvées, qui en ont refilé, ainsi de suite, c'est quand même, ça s'appelle les transports en commun. Hein. Et donc, quand les gens sont très proches les uns des autres, bah, le risque est bien plus important. Et il y a, en Afrique, il y a des villes, des méga-villes, par exemple, où la densité est absolument énorme. Et donc, bah, comment vous voulez prendre des mesures barrières quand vous êtes à touche-touche, quoi. Donc, tout ça, évidemment, crée des problématiques très fortes. En même temps, c'est comment on va être capable, justement, par exemple, avec le continent africain, de construire des relations à la fois d'équité, de solidarité et de responsabilité des uns et des autres. C'est pas que d'un côté et que de l'autre. Les responsabilités, elles sont à partager et elles sont de chacun. Mais là aussi, il y a certainement comment justement on soutient un développement justement soutenable qui permet là aussi de lutter contre le CO2 et ainsi de suite, qui permet d'implanter et de permettre aux gens qui habitent dans ce pays-là d'avoir des activités rémunératrices, dignes et ainsi de suite. Et comment aussi on prend en compte la question de la formation, qui est quand même le meilleur moyen de préparer le développement et l'équité. On sait par exemple quand les femmes vont plus à l'école, eh ben, elles maîtrisent aussi plus leur destin, et entre autres elles maîtrisent mieux leur fécondité. Donc tout ça est aussi à prendre en compte. L'école, à la fois, elle a été revue là. On l'a vu aussi qu'il y a des techniques différentes, mais elle a aussi été survalorisée. Et d'une certaine manière, on voit bien que dans la crise économique, la question derrière, ça sera aussi une question de formation. Mais pas n'importe quelle formation, mais comment on permet aux personnes de retrouver justement de l'autonomie, de la capacité à décider par une amélioration de la formation. Et ça, on aura la question avec l'Afrique, comme on aura la question en France, et on aura certainement des choses à construire ensemble et sans doute à se rapprocher là aussi. Et d'une certaine manière, il me semble, et je pense en particulier à l'Afrique francophone, qu'on a tout intérêt à porter ensemble un projet de société, qui soit un projet de société où les individus aient leur autonomie et puissent aussi construire ensemble un projet qui permette pour nous tous de survivre et qui permette aussi de s'entraider. Alors, Maury dit l'Afrique est victime de son sort ou responsable de son sort. À un moment donné, c'est trop facile d'être toujours victime. Mais il y a aussi des trucs sur lesquels on ne peut pas agir. Déjà sur les conditions naturelles et ainsi de suite. L'Afrique en soi, les Africains, les populations qui vivent sont responsables et en même temps subissent aussi, enfin, comme un peu partout, mais elles sont aussi responsables du système dans lequel elles sont responsables de leurs élites, voilà. Et donc c'est ensemble. À un moment donné, je crois qu'il faudra arrêter de se dire je suis victime, parce que quand je dis je suis victime, finalement, j'avance pas. Mais à un moment donné, c'est là ou là, comment je trouve des marges de manœuvre, comment je me réorganise et comment je reconstruis des solidarités, comment je reconstruis des projets. Je disais tout à l'heure qu'on a vu aussi une démocratie locale qui fonctionnait mieux. Je crois qu'il y a quelque chose autour de ça. Cette notion d'entraide. C'était Kropotkin qui parlait du soin mutuel. C'est-à-dire que aussi, qui est aussi le care, c'est aussi comment mutuellement, dans un lieu où l'on vit, on construit du commun. Comment on fait que l'eau, elle est partagée par tout le monde, mais en respectant tout le monde et en respectant l'eau, par exemple. Donc, comment on peut se réorganiser? Et je crois que ça démarrera en Afrique comme en France, ça démarrera sur les territoires où on vit, parce que finalement, c'est là où on se connaît, c'est là où on est en confiance, et c'est là où on est capable de construire des projets. Et puis de là, bah, les choses, elles peuvent se reconstruire et redémarrer. Alors j'en profite pour regarder en même temps s'il y a d'autres remarques. Il y a quelqu'un qui me dit « Je suis un très beau rêveur, mais j'aime bien vos rêves ».
Oui, oui, je suis d'accord. Je crois qu'à un moment donné, si on n'a pas un minimum d'utopie, on n'avance pas. Si on se dit tout le temps, c'est pas possible, ou c'est pas de ma faute, ou je suis victime, bah ok, autant aller regarder des séries à la télé, je sais pas quoi, quoi. Donc, il faut avoir des rêves et ensuite, il faut voir comment on est capable de les mettre en partie, en tout cas en réalité. Après, il ne faut pas avoir n'importe quel rêve, mais voilà. Et puis, il faut avoir des rêves de bienveillance, je crois, et de se dire aussi, enfin, la société, elle a évolué. La société, elle a avancé, elle a reculé. Hein. C'est pas, il y a pas une vision comme ça. Vous savez, les marxistes pensaient que c'est le sens de l'histoire. Ça va toujours mieux. C'est pas vrai. Il y a des avancées, des reculs. On est plutôt dans un recul, mais ce qui peut donner aussi lieu à des avancées. Euh, euh, alors, j'ai le sentiment qu'on touche aussi les limites des systèmes trop centralisateurs. Absolument. Et puis, quelqu'un me parle des états généraux de la seniorisation. Euh, Est-ce que c'est pour créer un choc politique? C'est une grande transition. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que c'est aussi le système trop centralisateur, surtout quand il n'est pas capable, surtout quand il n'est pas efficient, surtout quand il n'a pas l'intelligence, surtout quand il n'a pas les femmes et les hommes pour le tenir, finalement, il ne tient plus. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On n'a plus la capacité, si tant est qu'il la faille, à être trop centralisateur. Et que par ailleurs, les choses, elles se vivent différemment selon l'endroit où je suis. Alors, je pense pour la France, mais on pourrait dire exactement la même chose sur le continent africain pour un certain nombre de pays. C'est trop concentré. D'ailleurs, on voit que l'Allemagne, avec un système plus décentralisé, s'en sort plutôt mieux, parce qu'on prend en compte les conditions qui sont différentes à un endroit ou à un autre. Encore une fois, on ne peut pas agir de la même manière en Seine-Saint-Denis et en Lozère, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. C'est que simplement, ce ne sont pas les mêmes conditions. Voilà, donc, et par ailleurs, dans ce système trop centralisateur, c'est aussi un système qui va du haut vers le bas et qui dit ce qu'il faut faire. Or, à un moment donné, les gens, ils savent aussi ce qu'il faut faire. Les états généraux, la seniorisation, c'était aussi l'idée de se dire, on ne peut pas penser, agir, faire des lois par rapport à la transition démographique et au vieillissement si on ne demande pas aux premiers concernés, c'est-à-dire les aînés, les plus âgés, mais aussi ceux qui demain seront plus âgés, d'intervenir, de dire aussi ce dont ils ont besoin, ainsi de suite. Et du coup, par exemple, sur ces états généraux, là, en ce moment, on est sur un moment où on pose aussi, on propose des propositions et où on dit aussi aux gens, si vous en avez d'autres, allez-y. Et donc, il y a un site qui s'appelle le MAC des territoires numériques. Donc, si on fait le MAC des territoires, on s'y retrouve. Puis après, il y a un onglet états généraux. On peut voir des propositions qui ont été co-construites avec un certain nombre, avec 58 experts ou acteurs et ainsi de suite. Et puis voilà, pour les discuter. La centralisation, on est arrivé au bout. Après, c'est comment on décentralise et comment on trouve des contre-pouvoirs, ainsi de suite. Mais on voit bien aussi dans l'organisation de l'État aujourd'hui qu'il est à la fois trop épais, trop lourd et donc plutôt inefficace. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Si on voit quelque chose là aujourd'hui, s'il y a eu bien une crise, c'est bien celle d'un État pas très efficace. Et je rentre pas, et c'est pas une question politique, parce que sans doute que quelle que soit la personne qui aurait dirigé, se serait retrouvé avec le même État pas très très efficace. Donc là, il y a un vrai problème aussi parce que ce sont les mêmes qui tiennent la haute fonction publique depuis 30 ans. Du coup, ils n'ont pas été bons depuis 30 ans. Il n'y a aucune raison que du jour au lendemain, ils le soient. Là, il y a vraiment une question à se poser de nos élites, de leur organisation et du contrôle autour de tout cela. Quelqu'un me dit, Jean-François évoque une réflexion réelle sur une vraie redistribution des revenus, me semble inévitable. Comment vivront nos enfants? Ils vont voir leurs revenus baisser. Alors, et puis la question de remboursement des emprunts, ainsi de suite. Alors, sur la dette, moi, j'ai rien compris. Je ne comprends toujours pas comment ça marche. Est-ce que cette dette-là qui augmente, voilà. Mais en tout cas, évidemment, la question de la redistribution des revenus, il y a une redistribution symbolique. Je disais tout à l'heure sur la hiérarchie. Quand on se dit, mais en fait, ce métier-là, il est super important. Ah oui, il gagne combien? Ah oui, il gagne 1200 euros. Et ce sont des gens qui se démènent et qui sauvent des vies. Et l'autre, là, il gagne 25 000 euros. Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc, en effet, voilà, la question de la redistribution des revenus, mais pas n'importe comment, parce qu'après, c'est de l'assistance. C'est comment on permet à ce que cette redistribution des revenus permette à des gens d'être sinon acteurs, en tout cas au moins auteurs de leur propre destin. Et donc là, il y a quelque chose, c'est à la fois responsabiliser, mais accompagner. Il ne faut pas juste dire aux gens, ah ben voilà, je te donne tant et c'est à toi de te débrouiller. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas eu non plus la même formation, tout le monde n'a pas eu. Voilà. Donc, c'est comment on favorise, comment on accompagne, comment on permet à des gens de se reconstruire et de construire leur propre projet. Et il y a des gens,
dont on pourrait dire, ah bah, ils n'ont pas les capacités, ainsi de suite, et on s'aperçoit qu'ils sont tout à fait capables, à partir du moment où ils sont écoutés, accompagnés, compris, ainsi de suite, de faire des choses formidables. Et ces personnes-là, elles peuvent reconstruire. Parfois, c'est, vous savez, tout ce qui a été avec la Française prix Nobel d'économie, la Esther Duflo, qui montrait bien, mais on l'a vu aussi avec le microcrédit et tous ces éléments-là. On peut donner parfois, en donnant juste le petit coup de pouce et les conseils et l'accompagnement et donner de la confiance, on permet à des gens qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas la confiance, et ainsi de suite, de construire des projets formidables qui leur permettent, eux, de sortir du pétrin, mais qui permettent aussi à reconstruire un projet autour qui est meilleur, par exemple, y compris pour la Terre, y compris pour les autres, ainsi de suite. Là, il y a quelque chose à jouer autour de ça. Alors, ça va très au-delà de notre histoire de quelle sera la société de demain, mais encore une fois, on a vu aussi on voit en ce moment, chaque jour, on voit aussi du tissu solidaire, on voit aussi des innovations. Alors, c'est les petites dames qui sont mises à faire des masques. On peut dire c'est quand même dingue, 6e puissance au monde, de l'internet de partout, et puis il faut qu'il y ait des gens qui soient là quasiment dans les ateliers clandestins. Je garde le terme atelier clandestin, et je ne dirai pas qui, mais il y a des entrepreneurs qui m'ont dit j'ai monté un atelier clandestin parce que sans autorisation, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter quoi. Et je suis allé bien plus vite que si j'attendais telle norme et telle norme, et le système fonctionne. Après, on peut toujours dire tel masque n'est pas à norme machin, n'empêche que globalement, c'est beaucoup mieux que rien. Donc à un moment donné, c'est aussi comment on autorise. Enfin, je pense que le vrai enjeu derrière, c'est est-ce qu'on va être capable d'abattre une certaine bureaucratie. La nuit du 4 août, c'est quand même aussi la prochaine nuit du 4 août, ça sera autour de la bureaucratie finalement. Il y a comme une bureaucratie qui nous empêche d'être dans l'innovation. Il y a une bureaucratie qui nous empêche de prendre des risques. Il y a une bureaucratie qui nous empêche simplement de créer des solidarités de proximité parce que ça ne correspond pas tout à fait au feuillet A12 qui était demandé. Et bien ça, je ne suis pas du tout sûr, là, pour le coup, que ça change beaucoup dans l'après, mais qu'en tout cas, il y a sans doute une volonté de le faire un peu plus. Voilà. Alors, après, sur la question, alors quelqu'un me dit impossible d'avoir les chiffres réels en Afrique, mais déjà, cette histoire de chiffres, là aussi, c'est le totem du chiffre. Hein, tous les jours, on a la messe où on nous dit voilà le nombre de personnes qui sont mortes, qui sont tout ça. Tout ça est hyper anxiogène. Et puis, on le compare avec d'autres pays, mais de toute façon, on compare des choses qui ne sont pas comparables. En plus, est-ce que les gens, à quel moment, enfin, bah, tout ça est d'une complexité incroyable. Et je pense que ça crée plutôt de l'angoisse qu'autre chose d'avoir ce rendez-vous comme ça à chaque fois, et ainsi de suite. Et comme si le chiffre suffisait à dire. D'abord, les chiffres, les outils statistiques sont pas les mêmes, sont pas comparables déjà de l'Italie à la France. Alors, vous imaginez bien que par rapport à l'Afrique, c'est encore autre chose. Donc là, faut sans doute faire attention. Et puis, évidemment qu'il y aura des enjeux. Je vois quelqu'un qui parle d'eau potable, par exemple. Un des combats. Alors, c'est marrant. Je vais rester 2 secondes sur l'eau potable. Peut-être on finira par ça. Quand la première fois où l'écologie politique est apparue en France, c'était René Dumont, 1974. Ce type-là avait plus de 70 ans à l'époque quand il s'est présenté. Hein, quand on dit les vieux et tout ça. Et entre autres, il a marqué les esprits parce qu'à un moment donné, il montrait un verre d'eau. Il avait son pull rouge, il a montré un verre d'eau en disant le combat, c'est celui de l'eau. Alors, c'est pas que celui-là, mais en tout cas, c'est un des combats majeurs. S'il n'y a pas assez d'eau, bah, vous avez la guerre, parce que chacun va se battre pour avoir de l'eau. Donc, ne serait-ce que ça, l'eau, c'est un commun. Comment, c'était Elinor Ostrom, autre prix Nobel d'économie, qui a travaillé sur ces questions-là de commun. Comment on met des choses qui ne peuvent pas rentrer dans un débat économique. L'accès à l'eau, l'accès à la terre, voilà, ces choses-là, elles demandent une organisation différente. Super difficile, facile à dire comme ça, évidemment bien plus difficile à mettre en compte. Mais n'empêche que c'était Shimon Peres, le leader israélien, qui avait dit à un moment donné, la paix, elle se fera autour de l'eau. Parce qu'on est obligé de coopérer, parce que l'eau est une ressource rare. Donc parfois, c'est la contrainte qui nous oblige à coopérer et à passer au-delà de querelles et autres. Et on s'aperçoit parfois dire que les querelles en question sont finalement pas si importantes que ça. Regardez comme il y a plein de sujets qui ont totalement disparu de l'actualité. Et parfois, quand vous lisez un journal d'il y a 3 mois, vous dites « Ah oui, putain, on faisait 3 pages là-dessus pour un truc qui n'a aucune importance par rapport à ce qu'on vit réellement. » Donc, est-ce que ça va nous permettre aussi peut-être d'un petit peu retrouver le sens des réalités, le sens de la hiérarchie des choses, le sens des priorités? Et ça serait quand même pas mal. Mais je ne dis pas que c'est sûr du tout. Hein. Mais en tout cas, voilà. Il est. Oh non, ça va. J'ai à peine débordé de 4 minutes, donc je pense qu'on peut encore un tout petit peu continuer si vous en êtes d'accord. Il reste encore du monde, un peu moins quand même. Hein, les gens s'en vont. Mais en même temps, on avait dit c'était 1 heure. Quelqu'un.
la fermeture, je remonte un petit peu, je regarde. Alors, il y a Hortense qui nous dit tout ça, c'est aussi une question de prise de conscience. Et parfaitement, encore une fois, nous avons les politiques que nous méritons. Et que par ailleurs, c'est quand même pas très facile de diriger un pays dans les conditions actuelles, hein. Donc, il faut aussi éviter de donner des leçons parce qu'on est quand même dans une complexité incroyable. Donc, voilà. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que les outils de souveraineté, bah, ils sont pas là, quoi. La souveraineté industrielle, on l'a perdue. La souveraineté de la santé, on l'a perdue. Et la souveraineté des ordres, d'une certaine manière, ça tient pas parce que simplement, cette bureaucratie dont j'ai parlé, elles font que ça ne marche pas, quoi. Donc, on a une vraie problématique. Mais encore une fois, on est aussi responsable de tout ça. Et c'est comment le citoyen s'organise pour faire pression. Alors, il y a une pression d'opinion, il y a une pression du vote qui sont très bien. Mais la démocratie, c'est pas seulement ça. C'est aussi notre capacité à pas toujours dire, oh, ça va pas, et se dire comment j'agis. Quelqu'un interrogé tout à l'heure sur l'état généraux de la seniorisation, c'est une manière de dire, sur ce sujet-là qui m'intéresse, comment je peux agir, comment je peux essayer de faire bouger les lignes. Et bien, à chacun d'entre nous, s'interroger. Et c'est de l'engagement, c'est du tissu associatif, c'est du tissu politique, c'est de l'innovation, c'est de la création d'entreprises. Il y a plein de choses pour essayer de faire bouger les lignes en fonction de nos propres capacités, évidemment de nos propres envies et de nos propres situations. Julien me dit au sujet des lourdeurs de la bureaucratie et de ses effets contre-productifs, notamment en matière de diffusion de l'innovation. Il nous parle relire. Alors lui il dit relire, moi j'avoue que je ne l'ai pas lu. Relire Bureaucratie de des grabeurs. Donc je vous conseille, enfin voilà, Julien nous conseille cet ouvrage, j'avoue que je ne le connais pas, moi j'avais lu des choses beaucoup plus anciennes, donc je ne retrouve pas cet auteur qui avait beaucoup, Galbraith, qui avait déjà montré il y a très 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 longtemps la bureaucratie, et puis tout simplement Crozier, qui avait montré le phénomène bureaucratique, et qui rappelait déjà que finalement la bureaucratie, sa première des raisons d'être, c'est de perdurer. Donc en fait, je m'organise pour continuer d'être là. Donc du coup, je dois justifier ma présence. Et comment je justifie ma présence? En édictant des normes et en obligeant les gens à répondre à ces normes. S'il n'y a pas de normes, il y a moins de bureaucratie, hein, c'est aussi bête que ça. Alors il faut qu'il y ait des normes, évidemment, mais pas n'importe comment. Julien me dit, Gueule et Crozier, très bien aussi. Voilà, nous sommes. Voilà, mais c'est, encore une fois, on a besoin de normes, bien évidemment. Il y a des choses, voilà. En plus, les normes permettent aussi d'orienter. Si je fais une norme écologique dans la construction, j'oblige aussi un certain nombre d'acteurs. Simplement, il faut que ce soit une norme qui soit compréhensible et une norme qui est d'une réalité sociale. C'est la même chose que sur l'histoire du déconfinement, je finirai là-dessus. À un moment donné, on dit oui, mais attention, il faut que la société soit prête. Et c'est vrai, vous ne pouvez pas aller à l'inverse. Si les gens ne sont pas convaincus qu'il est important de le faire, ils ne l'auraient pas fait. Donc, il y avait aussi ce temps de pédagogie, peut-être trop long et tout ça, c'est un autre sujet, mais il n'empêche que si la société n'adhère pas au projet, ou alors il faut une dictature, mais sinon vous n'arrivez pas à aller contre la société. Et même dans les dictatures, quand on regarde bien, les dictatures qui fonctionnent, c'est que d'une manière ou d'une autre, elles embarquent aussi souvent la société, en tout cas sur un temps. Après, voilà. Donc en tout cas, on n'agit pas contre la société, on agit avec la société. Alors, quelqu'un me dit le réchauffement climatique permettra de cultiver les cacao en France et de rendre Serge Guérin autosuffisant en pâte à tartiner. Oui, alors je ne souhaite pas ça, évidemment, mais n'empêche que je vais rester une seconde sur le cacao, puis on terminera là-dessus. Cacao, c'est aussi la mondialisation, évidemment. Pas de cacao, pas de chocolat en France sans mondialisation. Donc, il ne s'agit pas de jeter la mondialisation. Évidemment qu'elle est importante. On rappellera qu'elle a permis aussi de sortir des centaines de millions de personnes de la grande pauvreté. Simplement, il y a mondialisation et mondialisation. Disons qu'on a été dans l'extrême mondialisation. Les extrêmes, voilà, bah, c'est comme tout, hein, c'est quand même plutôt dangereux. Bah, à un moment donné, il y a une mondialisation qui a sa logique économique. Hein, la théorie des avantages comparatifs, elle a de la réalité. J'ai plutôt intérêt à faire pousser le cacao dans les endroits où ça pousse et pas sous serre, je ne sais où, en région parisienne. Ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a un ensemble de choses où il y a une logique de les faire à tel ou tel endroit parce qu'il y a un avantage comparatif, un avantage naturel à le faire. Ça, c'est une mondialisation raisonnée, on pourrait dire, raisonnable et raisonnée. Et puis, il y a une hyper-mondialisation qui ne correspond plus à rien, sauf à essayer de rechercher là où le coût est le plus faible à un moment donné, sachant qu'on démultiplie les choses et quand on n'intègre pas seulement un calcul de coût, mais un calcul de coût, par exemple, écologique, on se dit, mais ça va pas, ça fait 4 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans mon assiette, ou ça fait 4 fois le tour de la tête avant d'arriver comme téléphone ou comme technologie, ça n'a aucun sens. Donc, à un moment donné, il y a une mondialisation raisonnée et raisonnable que l'on choisit, et
une mondialisation qui est délirante. Fabrice me dit l'Afrique est victime des fautes effectuées par l'Occident. C'est un peu facile de dire que c'est toujours la faute de l'autre. L'Afrique a été victime en partie d'un rapport occidental inadmissible et ainsi de suite. D'accord? Mais enfin, l'Afrique est aussi responsable elle-même d'une grande partie de sa situation. Et à un moment donné, elle ne peut pas toujours, si elle passe sa vie à dire c'est l'autre, bah, elle n'avancera pas. À un moment donné, je ne veux pas dire tout le temps c'est pas de ma faute. C'est aussi de ma faute. On est co-responsable de ce qui nous arrive. C'est pas toujours les autres. Sinon, à mon sens, on ne progresse pas. Et si on dit en France demain, c'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien, c'est la faute d'eux, on trouvera toujours quelqu'un. Ça s'appelle la victime, ça s'appelle le bouc émissaire. Dans toutes les sociétés, on en trouve toujours. Et d'ailleurs, à la fin, on trouve toujours le même et on rend dans les choses de l'histoire absolument abominables. Donc, il faut aussi rappeler ça. Donc, c'est aussi à nous de se dire à quel moment je suis responsable, à quel moment je peux faire bouger les choses et à quel moment je peux améliorer les choses et inventer aussi d'autres rapports de force, d'autres constructions. Et je suis encore une fois responsable dans une société aussi de ce qui m'arrive. Et évidemment, Michel nous dit, la mondialisation, c'est aussi la recherche de la main-d'œuvre au meilleur coût. Bien sûr que c'est ça. Une fois, avec des étudiants, j'avais demandé est-ce que vous êtes qui est pour l'esclavage des enfants? Étonnamment, aucune main ne s'était levée. Ensuite, j'avais demandé est-ce que vous pouvez me dire d'où vient votre t-shirt? Et chacun avait regardé son t-shirt et ça venait parfois de pays. On disait et maintenant, on regarde comment ça se fait, ce produit, dans tel pays. Et on s'aperçoit que c'est dans des conditions qui ne sont pas toujours respectables des enfants, des femmes, des hommes, et ainsi de suite. Donc, on est aussi, ne serait-ce que par nos modes de consommation, rien que par ça, on peut en partie, ça ne suffit pas, mais on peut en partie déjà agir. On a dans les mains, alors on terminera là-dessus, dans cette société de demain, finalement, là aussi, on est co-responsable de ce qu'on va faire de la France de demain ou du monde de demain. On est co-responsable, ça ne suffit pas, évidemment. Mais n'empêche que ça va se faire aussi en fonction de ce qu'on va être capable d'imposer, de ce qu'on va être capable de faire comme pression, de ce qu'on va être capable de faire comme réflexion et de dire non, non, on ne veut plus que ça se passe comme ça. Et on ne veut plus que ça se passe comme ça. Ça peut être au niveau de notre propre mode de vie déjà. Non, j'avais l'habitude sans même réfléchir de prendre, c'est pas mon cas, de prendre 8 fois l'avion par an parce que un petit week-end sympa tel ou tel endroit. Ok, ben, j'y réfléchis, je me dis est-ce que ça a du sens? Surtout que je le faisais parce que c'était pas cher. Est-ce que je me suis demandé une fois pourquoi c'était pas cher? Est-ce que je me suis demandé une fois quelles étaient les conditions de travail des hôtesses, par exemple, dans les avions, et ainsi de suite? Si juste je réfléchis à ça, je dis peut-être que je peux faire différemment, peut-être que je réduis à là, et puis que je mets ailleurs, ainsi de suite. Est-ce que je me pose la question de comment je me nourris voilà, pour moi, pour ma qualité? Et encore une fois, quand je fais ça, je me fais du bien aussi à moi-même. Eh bien, une des manières, sans doute, aussi d'être en meilleure santé, c'est d'être aussi en meilleure cohérence avec soi. Hein. Et je crois que là, il y a aussi quelque chose d'extrêmement fort dans Nos, une nouvelle de Camus. Il dit à un moment donné, qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est quand un homme a une vie qui est en cohérence avec ses idéaux. Et bien à un moment donné, c'est ça quand même. Comment je me retrouve à être, c'est pas exactement ça, voilà, mais comment je me retrouve là-dedans? Comment du coup, j'ai un minimum de cohérence? Et bien ce minimum de cohérence, ça réduit plein de maladies. J'ai moins mal au ventre, j'ai moins mal au cœur, j'ai pas les tripes en boyau le lundi matin. Enfin, je retrouve aussi des choses autour de ça. Il y a aussi quelque chose à faire autour de cet élément-là. Je vous propose qu'on s'arrête là. On vous propose avec l'IFG un prochain rendez-vous. On l'a appelé, celui-là, on l'a appelé le vieux binaire ou le webby vieux. Hein, en disant, on dit les webinars, c'est devenu vraiment un terme très, 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 très à la mode. Et comme celui-là sera sur la question de justement la société de la seniorisation, parce que un des éléments aussi de ce moment-là, c'est la découverte pour plein de gens qu'il y a des vieux. Il y a 6 millions de personnes de plus de 75 ans. Il y a plein de gens qui n'étaient même pas au courant. On en a beaucoup parlé parce que les premiers, une grande partie de ceux qui décèdent sont des gens âgés. Et donc, on s'est dit, il faut aussi qu'on parle de cette société-là. Et donc, le 13 mai, on se retrouve toujours à la même heure, 16h30, si vous en êtes d'accord, pour donc un webinar sur la question, sur la seniorisation de la société, sur ces questions-là. Et donc, un webby vieux ou un vieux binard, comme on voudra, pour dire c'est aussi une problématique qui ne concerne pas seulement les gens âgés, qui concerne l'ensemble de la société. D'abord parce que toute la société va vieillir. Je rappelle que 85% de la croissance démographique jusqu'à 2060, ça sera les plus de 60 ans. L'avenir, c'est les vieux.
Donc, il faut aussi comment on se prépare à ça, comment on en fait, non pas, là encore, une victime, un problème et tout ça, mais comment on en fait une chance incroyable, formidable, y compris pour le développement économique, y compris pour réinventer justement ce monde de demain. Donc, pour ceux qui en ont envie, on se retrouve le 13 mai ensemble, mais l'IFG propose aussi plein d'autres webinars. Et je pense entre autres que mon ami Julien Pilote en fera et plein d'autres. Et j'espère qu'on aura l'occasion aussi à d'autres moments d'échanger. Parce que là, il y a aussi ce côté un peu bizarre. Il y en a un qui parle, en plus je me vois en image, c'est quand même un côté un petit peu ridicule. En même temps, je vois heureusement vos interventions. Et puis là, ce moment très très agréable quand il y a plein de gens qui disent merci, parce qu'on a aussi besoin de ça. Le merci. C'est Victor Hugo qui disait j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Mais j'ai décidé d'être bienveillant. J'ai décidé de remercier. J'ai décidé d'applaudir à 20 heures. J'ai décidé d'avoir un petit peu plus d'attention pour les autres. J'ai décidé d'avoir un peu plus d'attention pour la terre. Et ben, tout ça, ça fait du bien à tout le monde, mais ça fait du bien aussi à celui qui le fait. Là, c'est pas seulement pour l'autre. Quand quand je suis dans le soin mutuel, quand je mets un masque, c'est pour moi, mais c'est aussi pour l'autre. Je reviens à ma formule un peu fétiche d'égoïsme solidaire. L'égoïsme peut être aussi une expression de la solidarité. Quand je fais attention à l'autre, je fais aussi attention à moi. Quand je me projette sur le vieillissement, je me dis ça sera aussi moi demain. Quand je vois les êtres humains comme des êtres humains et pas comme des chiffres, je me dis que demain c'est moi. Quand on dit le nombre de morts, ça ne veut rien dire. C'est se dire est-ce que ça pourrait être mes amis, est-ce que ça pourrait être mes parents, est-ce que ça pourrait être mes enfants, c'est ça. Et donc là, d'un seul coup, ça change tout. Les chiffres, quand ils sont dans la perte de substance, ils n'ont aucun intérêt. Il faut mettre derrière les chiffres, il faut mettre des êtres humains. Et quand là, vous regardez, bah, vous décidez pas pareil. C'est pas, ah bah là, on a supprimé tant d'emplois. Non, non, on a supprimé, on a mis tant de familles dans telle ou telle situation. Et parfois, on est obligé de le faire, mais comment on fait pour aider ces familles à reconstruire un projet? Et donc là, d'un seul coup, on n'est plus dans le chiffre, on est dans l'humain. Et l'humain, c'est pas le truc utopique. L'humain, si on fait de l'humain la caractéristique première, d'abord, on évite de faire un sacré nombre de saloperies et on ne regarde pas les choses de manière théorique, on les regarde de manière incarnée. Parce qu'à un moment donné, la théorie, ça nous fait oublier le réel. Et on ne doit pas oublier le réel. Et le réel, c'est d'abord les femmes et les hommes qui composent la société, mais c'est aussi la nature dans sa globalité. Et le réel, c'est aussi les arbres. Et le réel, c'est aussi les fleurs. Le réel, c'est aussi l'air qu'on respire. Et tout ça, ça participe aussi d'une société où on est capable de faire se poursuivre qu'on n'est pas capable de faire se poursuivre. Et si on ne veut pas la faire se poursuivre, bah, autant aller se suicider tout de suite. Or, comme on n'a pas envie de se suicider, je vous propose que main dans la main, on continue à inventer des choses, on continue à se faire confiance, on décide de se faire confiance, et on décide non pas d'être des victimes et de passer notre vie à dire c'est de la faute de l'autre, mais de se dire j'ai aussi ma responsabilité dans ce qui m'arrive, j'ai aussi ma responsabilité de ce qui arrive dans mon pays, j'ai aussi ma responsabilité de ce qui arrive dans ma vie, dans mon quartier, dans mon village, et que, après tout, je ne vais pas passer ma vie à dire c'est de la faute de l'autre. Je vais aussi passer ma vie à dire comment moi je peux contribuer avec l'autre à faire une société plus belle tout simplement. Je reprends du Camus, le monde a un côté absurde, mais ce qui n'est pas absurde, c'est l'être humain. Et c'est autour de ça qu'on doit se reconstruire. Si on oublie l'être humain, c'est plus la peine c'est plus la peine quoi, d'une certaine manière. Soyons individualistes, égoïstes. Non, non, soyons dans l'égoïsme solidaire. Pensons qu'on est dans une chaîne, qu'on est ensemble, qu'on est dans l'interdépendance et qu'on a un truc à jouer ensemble. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais partir dans un prêche et c'est pas le truc. On se retrouve si vous avez envie le 13 mai et je vous souhaite évidemment prenez soin de vous et prenez soin de nous. Prenons soin de nous tous ensemble et avec ça on a peut-être une chance d'améliorer le score, d'améliorer la vie. Salut!